Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour un exposé que va nous donner Stéphane Galland. Alors, je ne vais pas le présenter parce que je crois qu'il se présente lui-même dans son diaporama. Voilà. Et donc, Stéphane Galland qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous exposer donc son package ou son ensemble de packages UP Methodology. Voilà, merci Stéphane, à toi. Merci beaucoup, Denis. Effectivement, ce soir, je vais vous présenter un ensemble de packages qui sont regroupés dans une suite que j'ai appelée UP Methodology. Donc, c'est un ensemble d'outils extensibles, modulaires, qui depuis une vingtaine d'années, me permet à moi et mes équipes de créer des documents scientifiques et techniques. Alors tout d'abord, comme l'a indiqué Denis, je me présente. Donc je suis professeur dans des universités à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard depuis une vingtaine d'années, et je suis contributeur sur le CETAN depuis 2007, avec notamment UP Methodology, mais également Autolatech et Bib2ML, donc dans l'ordre décroissant du temps que je passe à les maintenir. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc, je vais déjà vous présenter un peu la genèse et les objectifs qui ont sous-tendu la création d'UP Methodology. Je présenterai un tour d'horizon des différents modules, donc packages, qui peuvent être trouvés dans UP Methodology. Puis, j'aborderai les mécanismes qui permettent facilement pour un débutant plutôt non expérimenté en LaTeX d'étendre les fonctionnalités de cet outil. Et je terminerai cette présentation sur deux exemples. Tout d'abord, l'adaptation de l'outil pour créer des rapports techniques avec une mise en forme qui convienne, en l'occurrence à mon laboratoire. Et ensuite, un autre exemple très succinct qui montrera comment cet outil a été adapté pour créer des templates de thèses de doctorat pour les universités de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, tout d'abord, je vais présenter la genèse. Donc, UP Methodology est, je dirais, l'héritier d'un ensemble de constats et de réflexions que l'on a eu depuis 2001 dans mon équipe autour de la nécessité de créer des documents ayant une structure, une forme qui soit plutôt cohérente, plutôt stable dans le temps, et qui en plus permettait de créer des documents facilement sans nécessairement nécessiter de compétences particulières dans l'outil. Alors bien entendu, nous avons étudié sur la période 2001-2004 des documents, des outils comme Word, etc. Mais ça ne nous satisfaisait pas. Donc, étant utilisateur de LaTeX par ailleurs, on s'est donc intéressé à la possibilité de créer des documents méthodologiques respectant une méthodologie particulière. Donc à l'époque, c'était la méthodologie UP, puis nous avons bougé sur d'autres types de méthodologies en sachant que les outils du package UP Methodology étaient toujours adaptés pour rédiger des spécifications telles qu'on les voulait. On voulait avoir des documents standards, toujours avec la même forme, les tables toujours dessinées de la même manière, des informations sur des parties de spécification de projet toujours affichées de la même manière. De cette manière, la lecture était rendue plus facile, notamment pour nos partenaires dans le milieu socio-économique. On voulait, alors bien entendu, tout cela était, on l'a, je dirais, pensé également de manière à ce que ce soit modulaire et extensible, de manière à pouvoir adapter continuellement cet outil à nos besoins et pouvoir créer des rapports techniques, des rapports de recherche, des thèses de doctorat, des thèses de master, des articles scientifiques, tout cela sur la même base qui est UP Methodology.
Et enfin, la dernière contrainte que l'on s'était imposée, c'était une contrainte de facilité d'utilisation, puisque malgré le fait que les doctorants soient plutôt des utilisateurs relativement expérimentés de la tech, ils perdaient pas mal de temps à essayer de trouver les bonnes macros, les bonnes commandes, les bons environnements, les bons packages LaTeX dans les différents forums, puis copier-coller, les adapter à leur usage. Donc l'idée ici, c'était aussi de fournir un outil qui les aide à rédiger leurs documents sans se prendre la tête sur les éléments techniques propres à la tech. Alors, derrière ces 4 questions majeures qui ont sous-tendu la création à l'origine, eh bien, on a donc décidé de créer un ensemble de packages LaTeX qui fournissent à la fois des environnements et des commandes pour nous permettre de créer des spécifications techniques, donc plutôt pour décrire le contenu de nos projets. On a naturellement, ces macros et ces environnements nous permettaient de garantir la standardisation des documents en garantissant une forme unique, quel que soit le type d'artefact que l'on mettait dans le document. La modularité et l'extensibilité, bien sûr, avec LaTeX, c'était plutôt facile puisqu'il suffit de redéfinir les commandes, les environnements pour adapter à nos besoins. Toutefois, en raison de notre objectif de faciliter l'utilisation, on a proposé quelques macros plus simples pour aider un utilisateur lambda à adapter l'outil à ses besoins. Donc sur la partie droite, vous voyez quelques exemples de ce que peut produire cet outil. Donc avec 4 exemples de pages de garde, de pages de titres de documents. Donc les deux au-dessus sont les standards fournis sur Cetan, puis des adaptations que je vous montrerai plus loin. Et les deux copies de pages qui se trouvent tout en bas illustrent un style particulier qui a été défini avec une mise en forme particulière autour de cet outil. Alors, d'un point de vue historique, UP Methodology est né de différents travaux, de différents packages LaTeX que l'on maintenait au sein de mon équipe depuis l'an 2000. Puis en 2004, nous avons nettoyé tout cela de manière à le publier sur un de nos sites internet pour, in fine, après quelques boucles avec nos doctorants, faire une publication sur le Cetan. Très rapidement, une extension pour des thèses de doctorat est apparue. Donc les doctorants sont venus me voir pour me permettre pour créer ce type d'extension pour leur permettre de rédiger plus facilement des thèses. Et au fur et à mesure des années, certaines fonctionnalités ont été ajoutées à la demande des utilisateurs. Et ensuite, en 2008, une grosse extension pour mon laboratoire de recherche a été créée pour créer des rapports particuliers avec des macros particulières. Alors, dans l'outil UP Methodology, effectivement, il y a un certain nombre de paquets qui sont définis. Tout d'abord, donc ce sont des fichiers STY plutôt classiques. Certains peuvent être chargés à la demande en fonction de propriétés d'options que l'on passe à la classe de documents que l'on charge. Donc, par exemple, les tâches, le fait de pouvoir faire du code abstrait et d'autres paquets un peu mineurs que je ne présenterai pas aujourd'hui. En tout cas, UP Methodology contient déjà un ensemble de styles qui est capable de structurer de manière automatique, transparente, un document tel qu'on pourrait l'attendre. Elle permet aussi, via un paquet de révision, de maintenir un historique des modifications, de manière à avoir une traçabilité telle qu'on pourrait l'attendre dans ce type de document. Les pages de couverture, donc que ce soit le premier, deuxième, troisième ou quatrième de couverture, sont gérées par un module particulier, qui est très, très extensible, bien entendu. On peut spécifier des tâches, on peut spécifier du code abstrait indépendamment d'outils tels que listings, de manière à être totalement indépendant d'un langage de programmation particulier. Et enfin, il y a un gros paquet, peut-être en termes de code, qui s'occupe de fournir des outils liés au style et à la mise en forme des documents, en fournissant des outils de mise en forme de table, etc. Alors tous ces paquets, je vais vous les présenter succinctement dans la suite de mon exposé.
Et ensuite, je passerai aux mécanismes d'extension et aux exemples associés. Alors, si je reprends la définition d'un document, donc naturellement, UP Methodology est basé sur des fichiers STY, mais aussi sur un fichier classe, de classe, qui est un peu le point d'entrée de cet outil. Donc, ce fichier de classe s'appelle UP Methodology Document. Il prend en paramètre un certain nombre d'options qui sont décrites dans la documentation, mais on peut notamment spécifier si le document que l'on veut est plutôt un livre, c'est ce que je présente sur ce slide, un report au sens LaTeX du terme ou un article au sens LaTeX du terme, et la classe va simplement charger la classe LaTeX standard correspondante et adapter les propriétés et les macros d'UP Methodology pour qu'elles s'adaptent aux commandes de section spécifiques. Donc voilà, par exemple, si vous choisissez article à la place de book, eh bien toutes les commandes liées au chapitre deviennent naturellement inaccessibles, et donc UP Methodology s'adapte pour fournir le même niveau de fonctionnalité. Alors, donc là, pas grand-chose de nouveau, c'est une classe qui fournit un certain nombre d'éléments. On peut aussi spécifier la langue, anglais, français sont les deux standards, et on peut aussi passer des options qui permettent de charger dynamiquement certains modules. Donc tous les modules que j'ai présentés tout à l'heure ne sont pas systématiquement chargés lorsque l'on utilise la classe UP Methodology Document, mais on peut demander leur chargement à la demande en cas de besoin. Donc, pour définir un document, un certain nombre de commandes sont proposées à un utilisateur, notamment la fonction declare document qui prend en général 2 paramètres. Donc ici, je ne décris pas tous les paramétrages possibles et imaginables, tout est dans la documentation, bien entendu. Je vous montre simplement l'usage le plus direct que l'on peut faire de ces commandes. Donc ici, on retrouve le titre du document et éventuellement un numéro de référence du document qui seront enregistrés dans des commandes LaTeX et pour être restitués à des endroits stratégiques. Donc par exemple, le titre du document sur cette page de style à droite apparaît à 2 endroits, avec un sous-titre que je n'ai pas mis dans le LaTeX, mais c'est une possibilité, et le numéro de référence du document apparaît sur cette page de garde, comme à d'autres endroits stratégiques que vous pourrez voir par ailleurs. La notion d'auteur existe. Alors, dans les styles LaTeX, c'est toujours un peu compliqué d'avoir plusieurs auteurs, puisqu'on a la commande author qui permet de définir les auteurs d'un document. Ici, pour des raisons de facilité et de simplicité, on a décidé de créer une commande qui s'appelle add author et qui ajoute dans la liste des auteurs un auteur à la fois, ce qui permet d'avoir un usage plus direct, plus simplifié pour des débutants. Et on en a profité, puisqu'il s'agit de documents de spécification méthodologique, on en a profité pour ajouter 3 rôles. Le rôle d'auteur, le rôle de validateur, donc ce sont les personnes qui ne rédigent pas le document, mais qui peuvent donner leur aval sur sa diffusion ou son contenu. Et enfin, un rôle de personne informée, qui pourra apparaître dans le document, dans la liste des personnes associées à ce document. Enfin, on peut, donc ça nous permet déjà de décrire les premières bases du document. On peut aussi associer un résumé qui peut apparaître sur le 4e de couverture, des mots-clés qui en général apparaissent sur le 4e de couverture et également dans le fichier PDF généré. Et enfin, on peut surcharger ou spécifier quelques propriétés liées à la publication du document. Donc ça peut être utile si le document doit être publié par un éditeur professionnel, donc l'éditeur avec cette publisher. Éventuellement, on peut spécifier à qui appartient le copyright du document que l'on génère, où le document est imprimé, et les différents numéros d'identification de type ISBN jusqu'à DOI. Donc toutes ces informations sont enregistrées dans des commandes de manière transparente, puis UP Methodology va les restituer à travers différentes pages. Donc par exemple, par défaut, lorsque on utilise la configuration par défaut d'UP Methodology, on a la page de titre, qui est celle que vous avez vue juste avant, puis l'outil génère la page qui se trouve à gauche,
qui est en fait une page de copyright que l'on retrouve classiquement sur beaucoup d'ouvrages imprimés ou en copie électronique sur Internet. Donc avec des phrases plutôt typiques, dans laquelle l'outil va remplacer, par exemple, après copyright, va rajouter les dates de publication du document en fonction de l'historique de validation et de modification du document, rajouter le nom du copywriter, de la personne qui possède le copyright. Donc cette page est modifiable à l'aide des commandes que je vous ai montrées, mais on peut également totalement modifier le texte en ajustant et en donnant des valeurs à des variables particulières telles que je vous le montrerai lorsque j'aborderai l'extension. Par défaut, une troisième page est automatiquement ajoutée, qui est intéressante pour les spécifications techniques, beaucoup moins pour les thèses et les rapports scientifiques, en tout cas à mon sens. C'est une page qui synthétise le contenu du document, donc qui rappelle le titre, le projet, la référence, la version actuelle du document, sa date de publication, les auteurs, les validateurs et un historique de publication avec toutes les modifications qui ont été enregistrées par les auteurs à l'aide d'une commande spécifique qui est en fait l'une des 4 commandes se trouvant sur ce slide. Donc ici, grâce à cela, on peut avoir un historique précis de la modification du document. Alors ça, ici, le choix n'a pas été fait de générer cela à partir de log Git ou de log SVN à l'époque de la création du P-méthodologie, parce qu'il n'y a aucune garantie que le format de ces logs convienne à ce que l'on veut afficher dans le document. Donc à l'origine, nous avons choisi de fournir 4 macros qui permettent de spécifier l'historique de modification, donc avec initial version qui permet de donner la version initiale, update version qui permet eh bien de mettre à jour une version particulière et potentiellement eh bien donc initial version en général ça commence à 0 et update versions, la différence c'est que ici on considère qu'un historique existait préalablement mais qu'il n'est pas intéressant. Et donc, on veut redémarrer l'historique affiché à la version indiquée ici. Et comme une version est un numéro avec une partie majeure et une partie mineure, majeur avant le point, mineur après le point, eh bien, on a 2 macros particulières qui permettent d'incrémenter le numéro majeur ou d'incrémenter le numéro mineur. Chacune de ces macros prend 3 paramètres, comme vous pouvez le voir, la date de modification, le texte décrivant la modification, et un indicateur qui décrit plus ou moins l'accès ou les droits d'accès que l'on peut imaginer pour ce document. Donc ici, j'ai mis les 4 exemples typiques, restricted, donc plutôt confidentiel, document confidentiel, validable, UPM validable indique que le document est un document brouillon qui doit être encore validé, validated, qu'il a été validé, mais pas encore publié, et UPM public est un document public. Vous voyez également qu'il y a une date. Alors, on pourrait taper la date directement, sans souci, dans le paramètre. On a fait le choix de proposer également une macro makeDate qui prend systématiquement le jour, le mois et l'année. Et ce makeDate va formater la date en fonction du standard associé à la langue courante. Donc, c'était une manière plus simple de formater les choses. Donc on peut bien sûr utiliser d'autres méthodes pour formater les dates, mais c'est celle qui est proposée par défaut. Alors, donc, lorsqu'on utilise tout ça, eh bien, en fait, on peut obtenir notamment un historique complet de toutes les révisions, y accéder à travers différentes commandes que je ne listerai pas aujourd'hui, mais on peut récupérer la date de publication de la version 27.1, la description de la modification faite pour la version 31, etc., etc. Et les afficher par ailleurs dans le texte, okay, puisque ce sont des appels de commande LaTeX plutôt standards. Il est également possible d'afficher l'historique complet, donc en appelant la commande UPM history, et vous voyez ce que génère cette commande en générant une table avec une colonne version, une colonne date et une colonne update de manière totalement transparente, automatique. Donc ça nous a permis de créer des rapports techniques simplement, sans trop s'ennuyer avec toute la
la syntaxe LaTeX qui permet de mettre à jour ces tables. Ici, simplement en appelant des commandes de révision, on pouvait en quelques minutes construire tout l'historique et des révisions de ce document. Alors, en plus de cela, le UP Méthodologie fournit bien entendu je dirais, des outils qui permettent d'ajouter la page de titre, la page qui est juste derrière la page de titre, donc puis le troisième et quatrième de couverture, qui se trouve plutôt à la fin du document. Alors, je pense que vous connaissez tous la commande LaTeX make title, qui a été surchargée par défaut dans UP Methodology pour appeler la commande make font cover, qui génère la page de titre en utilisant la configuration passée à UP Methodology en ce qui concerne cette page de titre. Donc on a choisi d'avoir deux fonctions. Donc la fonction make title, c'est le standard, c'est un point d'entrée que tout le monde peut utiliser, mais on a choisi également de mettre en place make front cover de manière à faciliter sa surcharge spécifiquement pour la génération d'une page particulière. Alors cette page de titre peut être configurée, donc soit on peut fournir un nom, donc ici c'est ce qui se trouve dans la deuxième boîte, la configuration de la page de titre, donc un nom via la commande set front layout. Donc ici vous avez l'exemple set classique et set moderne qui correspondent aux deux écrans que vous avez sur la droite. Et derrière en fait ces noms se cache une commande qui spécifie la forme que doit avoir le format classique et la forme que doit avoir le format moderne. Donc ça, c'est une définition par défaut qui est fournie par UP Methodology pour créer votre page de titre. Alors, bien sûr, c'est hautement configurable. On peut changer le titre, on peut changer les logos, on peut changer les images. Par exemple, ici, avec une commande comme set font illustration, et vous lui donnez le nom du fichier, et ça changera l'image qui se trouve en bas à gauche, l'espèce de carte de ville. Donc ça vous permettra de la changer à volonté. Donc ça permet, je dirais, pour un débutant, de créer rapidement un document avec déjà une page de titre et quelques éléments factuels sur un document plutôt professionnel. Alors au-delà de cela, il y a aussi le troisième et quatrième de couverture à la fin du document. Donc ici, nous avons introduit la commande make back cover qui implante toute la logique de génération de cette troisième et quatrième de couverture. Alors bien entendu, c'est configurable en appelant set back cover. Ici avec none, indique que l'on veut ni troisième ni quatrième de couverture, donc le document UP Methodology ne générera rien à la fin du document. Et puis par défaut, on peut modifier le contenu de la troisième page de couverture. Donc par défaut, c'est un texte qui est aligné en bas de la page au centre d'un point de vue horizontal, et on peut modifier le texte affiché à cet endroit-là. On peut également modifier la toute dernière page, la quatrième de couverture, en fournissant des commandes LaTeX spécifiques pour formater cette page en appelant le set backpage. À partir de là, on a ici, je dirais, la structure basique d'un document, et on peut donc s'intéresser à quelques éléments un peu plus particuliers et plutôt destinés à la création de rapports techniques, notamment la notion de tâches. Donc il nous arrive très régulièrement de décrire des tâches dans nos documents. Donc une tâche a un nom, un identificateur, une description, un pourcentage de progression dans certains cas, une date de début, date de fin, des personnes associées qui sont soit le gestionnaire de la tâche, soit des participants à cette tâche, et éventuellement quelques jalons spécifiques associés à cette tâche. Donc ces éléments-là sont décrits de manière factuelle à l'aide de l'ensemble des commandes LaTeX que j'illustre sur la partie gauche. Et à partir de ce moment-là, il est possible soit de générer une boîte qui permet de synthétiser le contenu de cette tâche, de manière à, par exemple, l'afficher en début de chapitre, si un chapitre est destiné à décrire les résultats ou le processus lié à une tâche. Donc, et ici, un exemple de génération de ce type de boîte se trouve en haut à droite, où on retrouve en fait la description, dans une table, la description,
éventuellement si une tâche est une sous-tâche d'une autre, les dates de début, de fin, les personnes associées, etc., etc. Toutes ces valeurs qui sont ici posées dans la table sont bien entendu accessibles via des macros qui permettent d'accéder à ces éléments et de pouvoir les utiliser au sein du corps même du texte, dans le cadre d'explications, de rationalisation, de processus, etc., etc. Donc c'est assez simple. Alors par contre, vous voyez qu'ici, on ne gère pas vraiment le Gantt, la partie graphique. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été stricto sensu nécessaire, ni même demandé en termes d'évolution de fonctionnalité. Mais étant donné que nous avons les informations telles que les dates et le fait d'avoir la task super, qui est la troisième ligne du code d'illustration, donc d'avoir la super tâche englobant la tâche actuellement définie, il serait possible via l'usage d'un tic Z de recréer un petit diagramme de Gantt, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui pourrait encore être une évolution ultérieure du P Methodology. Alors ensuite, le plus gros travail que l'on a fait sur UP Methodology, c'est fournir tout un ensemble de commandes qui permettent de gérer le style interne du document, le texte, de manière à avoir une mise en forme unifiée, unique, tout en facilitant leur usage. Donc je vais prendre un exemple typique. En latex standard, lorsque l'on crée une figure, on a l'habitude de faire begin figure, de faire un include graphics, puis de mettre la légende avec la commande caption, puis de mettre la référence avec la commande label. Sauf que ici, cet ordre include graphics caption indique que l'on veut avoir la caption en dessous de la figure. Donc c'est un choix de mise en forme, et il faut que celui qui rédige le document ou les personnes qui rédigent le document se mettent d'accord pour toujours formater ces éléments dans cet ordre, de manière à avoir quelque chose d'unifié sur l'ensemble du document. Donc, il se trouve que il y avait toujours quelques petits conflits dans les équipes. Certains mettaient le caption avant la include figure, ce qui donnait des petites incohérences en termes de mise en forme. Donc, nous avons proposé des fonctions utilitaires qui, je dirais, encodent la logique de mise en forme de certains éléments tels que les figures. Donc ici, alors dans une première étape, historiquement, nous avons proposé la commande mfigure qui prend un certain nombre de paramètres, comme la position du flottant dans votre document, les options à passer à include graphics pour charger la figure, le nom du fichier à charger, le texte de la légende, le mot-clé pour le label, et enfin, optionnellement, un texte qui décrit la source de la figure. Donc tout cela a permis d'unifier, et en une commande, une ligne très simple, en tout cas les utilisateurs du P-Méthodologie ont pu avoir une unification de tout cela, tout en ne s'intéressant pas vraiment à comment fonctionne Include Graphics et d'autres choses, puisque l'historique me montre que l'option qui est le plus souvent passée à Include Graphics pour les utilisateurs du P-Méthodologie, c'est l'option Width, qui permet de calculer la largeur de la figure. Alors, vous voyez tout au-dessus du slide une commande qui s'appelle UPM Captions. Il se trouve que dans beaucoup de nos documents, lorsque l'on cite une figure, on aimerait mettre en avant trois types d'informations. La légende, qui décrit succinctement ce qu'est la figure. Ici en bas à droite, elle est représentée par le texte en noir, Example of figure with source text. Ensuite, dans certains documents, on aimerait détailler le contenu de la figure juste en dessous de ce texte en noir. Donc c'est ce qu'on appelle les détails, et on aimerait qu'il ait potentiellement une mise en forme particulière qui soit distincte de la mise en forme de la légende.
Et enfin, dans beaucoup de nos figures, on demande à sourcer cette figure, donc soit en référençant un article scientifique via une référence BibTeX, soit une URL. Voilà, le sourcing est tout à fait ouvert. Et donc, pour faciliter la mise en forme de tout cela pour nos utilisateurs, on a proposé cette fonction UPM Captions qui en fait remplace en quelque sorte la commande caption et qui fournit les 3 paramètres qui permettent de bien mettre en forme tout cela. Alors, vous pourriez me demander pourquoi nous n'avons pas surchargé Caption. Alors, l'une des idées originelles du P-méthodologie est de ne pas trop surcharger les outils standards LaTeX pour les laisser toujours accessibles à un utilisateur averti pour qu'il puisse effectivement, si les outils du PM méthodologie ne lui conviennent pas à 100%, pouvoir reproduire ce qu'il veut faire en utilisant des outils plus classiques venant des bibliothèques LaTeX. Alors ça, c'est pour les figures. Alors, il y avait d'autres types de figures qui étaient parfois un peu difficiles à mettre en place pour des débutants, comme les figures composées. Donc, on a appelé ça des subfigures. Donc ici, on propose un environnement, mfigure avec un S, qui nous permet de créer la figure globale censée contenir dessus des subfigures. Et ensuite, l'utilisateur n'a plus qu'à appeler un mfigure pour charger son élément. Alors, nous fournissons quand même 2 macros, une qui s'appelle mfigure, qui est l'identique de ce que je vous ai présenté sur le slide précédent, et msubfigure, qui est une version un peu plus spécialisée. Et vous voyez que la différence est sur le tout dernier paramètre, le label. Donc la différence est que msubfigure calcule automatiquement le label qui va être passé à la commande label pour chaque sous-figure, notamment en ajoutant un 2.A, 2.B, 2.C automatiquement, ce qui permet ensuite de simplifier le référencement dans certains cas d'usage. On retrouve également figure note et add source. Donc ici, vous voyez sur l'exemple en bas du slide une note, un exemple de note qui est ici affiché en gris. Alors, au-delà de ces figures, parfois, dans certains de nos documents, nous voulions que la figure s'affiche avec des éléments correspondant à, je dirais, la mise en forme tech, donc soit des équations mathématiques, comme celles que je vous présente ici, soit en utilisant des macros définis dans le document LaTeX et qui seraient donc introduites au sein de la figure. Donc ça, c'est une technologie qui existe depuis très très longtemps, effectivement. Ce sont des figures de type PSTech ou PDFTech. Donc ce sont en fait des figures constituées de 2 fichiers, un fichier PDF qui représente la partie graphique et un fichier TeX avec non pas une extension .tex mais un PSTech ou un .pdftech qui en fait est l'ensemble des commandes LaTeX qui permettent de charger l'image PDF et en plus de poser par-dessus cette image des éléments LaTeX. Donc, alors du coup, donc c'est un usage très particulier, mais ici en utilisant la commande include graphics with text, eh bien on peut charger un fichier PDF text et automatiquement UPM Methodology va le mettre en forme, le structurer, faciliter son inclusion de manière totalement transparente. Et nous avons aussi la version flottante avec mfigure with text qui fait l'équivalent de mfigure mais avec ce type de fichier. Alors, reste toujours un challenge pour générer ce type de figure très particulière. C'est l'outil qui permet de créer la figure. Alors, classiquement, je recommande l'usage de Inkscape et enregistrer ensuite vos figures en format PDFTech et PDF, donc il faut le faire à la main, soit utiliser des outils qui proposent des mécanismes d'automatisation de la génération de ces figures à partir du fichier SVG originel, donc comme Autolatex par exemple. Donc ça permet, in fine, ça nous a permis d'ajouter les vraies équations avec une mise en forme cohérente avec le reste du document, de pouvoir déposer à l'intérieur des informations comme par exemple le numéro du document, de UPM méthodologie au sein d'une figure, etc., etc.
Alors, l'autre élément qu'on le retrouve très souvent dans des documents, ce sont les tables. Donc, alors, il existe, comme vous le savez, énormément de formats de tables, tabular, tabularix, long table, et puis on peut aussi faire des tables avec tcolorbox et son extension tabularix. Eh bien, pour unifier tout cela et avoir une certaine facilité dans la création des tables, on propose deux macros qui simplifient un peu la syntaxe. mtabular, qui est l'équivalent de tabular x, qui est même si je dis que c'est l'équivalent de tabularix, en fait, en interne, dans la dernière version du P-méthodologie, on utilise tcolorbox, comme le montre la figure qui se trouve en bas du slide. Et on a l'équivalent flottant qu'on a appelé mtable, qui permet de tout spécifier. Alors, ça nous permet de simplifier un peu les tâches. Tout ce que l'on peut faire avec un tabularix, on peut le faire avec ces outils, bien entendu. Et ça nous a permis aussi de proposer des macros un peu intéressantes pour ajouter des notes, des sources, comme pour les figures, mais également pour faire un formatage automatique de l'entête de la table. Donc ici, on a la commande tabular order qui, dans l'exemple, prend 4 paramètres qui correspondent au titre des 4 colonnes, parce que mtabular a 4 colonnes spécifiées en deuxième paramètre. Voilà. Donc, encore une fois, on aurait pu tout faire avec du LaTeX plus standard, mais l'objectif ici, c'est de faciliter l'usage et de permettre à des débutants d'écrire très très rapidement leur table sans même avoir de connaissances tech ou LaTeX ou de bibliothèque particulière. Alors, on a aussi les théorèmes. Donc, la définition d'un théorème est toujours quelque chose que mes doctorants cherchent lorsqu'ils veulent le faire en LaTeX pur. Donc ici, en une macro, ils peuvent définir leur environnement de théorème en spécifiant tous les paramètres tels que le nom de l'environnement, l'étiquette à mettre dans le théorème, le titre de la liste. Donc cette commande déclare UPM théorème crée automatiquement la list of théorème. Donc si je déclare un théorème de type définition, eh bien automatiquement le list of definition, qui est une commande particulière, me permettra d'afficher la liste de toutes les définitions et sera automatiquement créée par le système. Donc ça, ce sont des choses qui existent dans des packages LaTeX préexistants, mais ici, cette fonction synthétise tout cela et donne un seul point d'entrée plus simple. Donc tous les paramètres nous permettent en fait de spécifier les noms des fichiers dans lesquels enregistrer la liste des théorèmes, la commande de formatage de la source, tout un ensemble de paramètres qui permet de spécifier ce qu'est un théorème. Et donc, in fine, si vous regardez l'exemple, vous avez la définition d'un théorème que j'ai appelé MyTheorem, qui possède un label MyTheorem, un titre de chapitre List of MyTheorem pour la liste des théorèmes, et l'extension THM qui est utilisée pour les références. Et in fine, vous avez un texte BF qui permet de mettre en forme la source associée au théorème. Et une fois que l'on fait Bug in MyTheorem avec tous les paramètres qui sont ici affichés, on obtient automatiquement la mise en forme qui est en dessous. Donc ici, l'objectif, c'est de permettre à un utilisateur en une ligne de définir son théorème très simplement, et ensuite de pouvoir l'utiliser aussi très très simplement. Alors, il existe d'autres boîtes qui, je les ai pas toutes mises parce qu'il en existe quand même pas mal depuis la création originelle du PM Methodology. Donc ici, par exemple, j'ai mis deux boîtes qui permettent de mettre en avant un texte. Donc une qui s'appelle Envbox et l'autre qui s'appelle Title Envbox. Donc la première sans titre, la deuxième avec titre. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose de très unifié, un peu à la manière de Env, la commande Env que l'on utilise classiquement dans le texte. Et ensuite, nous proposons 6 boîtes à thématiques particulières. Donc ici, je vous ai mis la boîte de mise en garde et la boîte d'information qui permettent simplement de créer des éléments dans le document d'attache visuelle pour fournir un message particulier au lecteur. Alors bien entendu, il existe beaucoup de macros de mise en forme, je ne les ai pas toutes fait là.
on a redéfini des environnements enumerate description, enum description et enum description X qui permettent de contrôler finement la mise en forme des enumerates, des listes énumérées, des listes avec description et des itemize. Donc, par exemple, nous avons redéfini description parce que le mécanisme standard LaTeX ne nous convenait pas d'un point de vue mise en forme. Nous voulions absolument qu'il y ait pour toutes les descriptions une bullet point devant chaque item de la description. Donc ça, c'est comme cela que l'on a redéfini ces choses. Nous avons aussi redéfini quelques outils intéressants pour les notes de bas de page. Notamment pour éviter qu'un texte, une note de bas de page soit répétée dans le document. Il est possible avec la commande save footnote de créer une note de bas de page, d'enregistrer le numéro de la note de bas de page de manière à pouvoir la rappeler et la réutiliser ce numéro de note de bas de page ailleurs dans le texte sans nécessairement remettre le texte en bas de page. Voilà. Et nous redéfinissons un certain nombre de commandes de sections qui permettent de créer des sections non numérotées, mais qui apparaissent toutefois automatiquement dans la table des matières, ou qui permettent de simplifier la spécification des 3 titres habituellement associés aux sections, c'est-à-dire le titre qui se trouve dans le corps du texte, le titre qui se trouve dans l'entête ou le pied de page, et le titre qui se trouve dans la table des matières. Donc ici, on a des macros qui permettent de spécifier séparément ces 3 titres de manière claire, précise, et comme ça, le rédacteur du document a un contrôle total de ce qu'il veut faire. Alors, tout ça nous amène, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Toutefois, dès qu'il s'agit de la mise en forme de documents, chaque personne a un peu ses besoins. Et ici, on a, dès la création du PM méthodologie, pensé à son extension et à son adaptation. Pour ce faire, alors bien sûr, tous les éléments générés par UPM Methodology sont associés à des couleurs. Voilà, donc couleurs de police ou couleurs de fond, et tous ces éléments peuvent être surchargés. Donc ici, j'ai mis des exemples issus d'un style de thèse de doctorat, avec ici, on a la couleur des numéros de chapitres, donc ça s'appelle Chapter Title Num Color, ici qui est spécifié comme du gris. On a la couleur du texte du titre, on a la couleur du texte de la section, la couleur du numéro de la section, on a les fonds. Donc tout ça nous permet un peu de changer facilement les couleurs, sans nécessairement changer le tic Z qui est la mise en forme précise, là qui nécessite un peu plus de compétences en LaTeX pour le faire. Donc le fait de dessiner une jolie petite ligne en dessous du titre de la section comme illustré sur la figure, ça c'est quelque chose qui est fait avec tic Z, et ça nécessite quand même un peu plus de compétences. Donc beaucoup de mes utilisateurs se contentent de changer les couleurs parce que cette mise en forme leur convient dans un premier temps. Alors toutefois, si il faut aller beaucoup plus loin dans la mise en forme, l'idée c'est de charger un fichier de manière automatique sans trop se prendre la tête. Donc c'est un fichier LaTeX, qui contient des macros LaTeX standards. Ici, on propose une fonction utilitaire qui s'appelle useExtension, qui est en fait l'équivalent d'un input avec un nom de fichier particulier qui s'appelle upm-ext-le nom de votre extension .cfg, ce qui permet d'éviter d'éventuels conflits avec d'autres fichiers. Après, si l'usage d'un input marche aussi très bien, en l'occurrence. Mais ici, encore une fois, nous sommes dans la philosophie de simplifier tout cela. Donc, dans ce fichier CFG, on retrouve la définition, les surcharges, tout ce qui est nécessaire pour créer une extension du PM Methodology pour obtenir une mise en forme spécifique. Alors, pour aider à faire cela, bien sûr, on peut créer des commandes, on peut faire des run new commands, on peut faire des dev, des gdev, des xdev, donc toute la panoplie de commandes bas niveau TeX et LaTeX. Mais comme nos utilisateurs sont parfois béotiens dans l'usage de ces définitions particulières, eh bien, nous fournissons des éléments qui permettent de donner des valeurs à des sortes de variables globales, notamment avec les commandes setLang default et set, et de relire ces valeurs avec des getLang et get.
Donc ça permet d'abstraire totalement la notion de variable globale. Alors bien entendu, alors, ces outils ont été créés quand PDF LaTeX était un standard. Donc avec maintenant les nouveaux outils du type LuaTeX, ce type de fonctionnalité est un peu moins significative, mais en tout cas c'est proposé. Alors là, ici, ce que proposent par contre nos macros, c'est de pouvoir donner des valeurs à des variables en fonction de la langue du document, ce qui nous permet de donner éventuellement un titre anglais, un titre français, un nom de chapitre en anglais, en français, etc. etc. Donc toutes ces macros peuvent être facilement utilisées pour créer le propre style et récupérer des variables facilement sans véritablement se préoccuper. Exemple de variable intéressant, le logo que vous avez vu sur les pages de titre au début de ma présentation, ainsi que sa version plus petite, ce sont des variables globales qui s'appellent logo et small logo. Il suffit eh bien, de donner le nom du fichier à ces variables pour que automatiquement la page de titre par défaut s'adapte. Si cette page de titre par défaut ne vous convient pas, eh bien vous pouvez changer les valeurs de ces front page et ces front page 2 en donnant les commandes LaTeX de mise en forme qui vous intéressent. Et nous avons l'équivalent pour la 4e de couverture qui s'appelle Backpage, qui permet de modifier la toute dernière page de votre document, toujours en fournissant des commandes LaTeX. Donc vous voyez que la philosophie d'extension est plutôt simple, facile à coder. Les doctorants n'ont pas de difficulté à utiliser ce type de choses. Alors pour compléter et pour vous donner un exemple, en quelques slides, je vais vous présenter un style dit de rapport technique que j'utilise au sein de mon unité de recherche. Donc où là l'idée c'est d'avoir tous les éléments graphiques nécessaires à une unité de recherche publique, donc avec le fameux République française quelque part sur le document, le logo de l'université, ici UTBM, les éventuels logos d'autres institutions associées, et puis le style global graphique du laboratoire, avec éventuellement les logos des partenaires à qui sont destinés ce document. Donc ici, je les ai floutés pour des raisons de confidentialité. Mais ça, c'est ce que un graphiste nous a fait en termes de template Word pour nos documents. Et donc l'idée, c'était de fournir l'équivalent en LaTeX pour nos documents. Ensuite, on voit qu'on était plutôt sur un style un peu vert et gris. Donc on voit que les couleurs diffèrent un peu des screens que je vous ai montré un peu avant. Donc il fallait redéfinir toutes ces couleurs. Et donc par ce fait, nous avons créé un fichier CSV qui définit les couleurs en utilisant le package Xcolor, qui est automatiquement chargé par UPM Methodology. Donc ici, dans cet exemple, je définis deux couleurs, bleu et orange, qui sont les couleurs officielles de l'université, puis les trois couleurs officielles du laboratoire, vert et de gris. Et ensuite, il y a surcharge de toutes les couleurs supportées par le style. Donc là, je les ai pas toutes mises, il y en a une petite vingtaine de couleurs différentes. Et en appelant colorlet, le nom de la couleur est ce que vous voulez vraiment mettre comme couleur, vous surchargez directement les couleurs sans plus d'effort. Alors bien entendu, les couleurs ne suffisent pas pour faire la page de titre que je vous ai demandé, il faut un tout petit peu plus. Tout d'abord, il faudrait que l'on mémorise les logos. Donc ici, je définis deux variables globales qui s'appellent UTBM logo et SIAD logo, qui contiennent les noms des fichiers correspondant au logo de mon université et de mon laboratoire. Et je sais, d'après la documentation du PM Methodology, qu'il existe une variable globale logo qui représente le logo par défaut utilisé dans certains templates. Donc je peux le setter en cas de besoin. Je vous montre également l'usage multilingue des variables globales, ici où je set je donne la valeur du nom de l'entité qui possède le copyright du document en français et en anglais. Donc alors bon, mon institution n'a pas de traduction en anglais, donc c'est le même texte, mais on pourrait donner deux noms différents. Et enfin, je donne un exemple de mise en forme de style où quelque part dans mon template, j'utilise un get sur style front page title
qui, pour moi, me donne le style attendu pour le titre sur la page de titre. Et vous voyez des commandes classiques de mise en forme avec la police sans serif, le boldface et la taille de la police. Bien entendu, l'ensemble de ces, il n'y a pas de variable vraiment prédéfinie, hein, puisque tout dépend des templates et des mises en forme que vous voulez définir. Donc là, ce sont des exemples de templates. Par exemple, copywriter. Si vous n'avez pas besoin de la page de copyright que je vous ai présentée au début de cette présentation, bien vous n'avez pas besoin de le setter puisque ça ne sera jamais affiché dans votre document. Enfin, pour créer la page de front, nous recommandons l'usage de TickZ, qui est une manière un peu facile et vraiment directe de formater des éléments. Donc, on crée un environnement TickZ, puis à l'intérieur, on pose les éléments graphiques qui nous intéressent. Donc ici, sur l'exemple, le logo de la République française est posé au coordonnées 8545. Si le logo, donc on utilise la commande if else defined, qui vérifie si la variable globale partner logo est définie, alors on va exécuter le code LaTeX juste derrière, qui correspond en fait à la mise en place de ce logo de partenaire sur la première page. Donc ici, on dessine tout avec une mise en forme qui nous intéresse. Alors on recommande plutôt l'usage, non pas d'Include Graphics, mais de PGF Use Image, de manière à ne pas avoir deux fois l'image stockée dans le PDF généré avec PDF LaTeX, puisque c'est une des fonctionnalités de PGF qui est plutôt intéressante. Même si, in fine, PGF Use Image en PGF Declare Image est un peu moins extensible et configurable qu'un bon vieux Include Graphics. Enfin, pour le quatrième de couverture, il suffit de setter le backpage avec, encore une fois, du TickZ qui permet de mettre en forme ici la dernière page. Donc là, j'ai deux exemples qui dessinent deux boîtes qui correspondront au fond de la page. Et puis ensuite, j'affiche le logo de l'université. Voilà, tout ce qui est plus classique. Alors, vous voyez qu'il y a un if show UTBM logo. C'est une commande plutôt classique en LaTeX, c'est une conditionnelle tech. Et cette conditionnelle, en fait, peut être mise à jour, la valeur de cette conditionnelle peut être mise à jour en utilisant les outils tech classiques, notamment à travers la définition d'une classe. Donc ici, c'est une classe qui est dédiée à mon rapport technique, que j'ai appelé rapport, qui en fait prend un paramètre qui s'appelle noUTBM-logo, qui me permet de savoir si je veux afficher le logo UTBM sur mon quatrième de couverture ou pas. Et donc là, dans les recommandations du PM méthodologie, on recommande toujours, lorsqu'on crée un nouveau style, de créer une classe de manière à faciliter encore plus l'usage de ce style. Et notamment dans ces classes, on retrouve toutes les options, puis le chargement de la classe UPM Methodology, et enfin le chargement de l'extension. Enfin, juste avant de clôturer, un petit exemple autour d'une thèse de doctorat cette fois. Donc ici où l'objectif c'est de reproduire une thèse de doctorat, donc en respectant un style très particulier. Donc la première page est normée par l'école doctorale qui délivre le diplôme. Donc ici c'est le style qui est utilisé en Bourgogne-Franche-Comté par l'école doctorale SPIM. Où on retrouve les éléments minimaux, donc l'établissement qui délivre le diplôme, l'école doctorale, la spécialité du doctorat. En flouté, il y a le nom du doctorant, le titre et les membres du jury, avec rapporteur, etc., etc. Et derrière cela, on voit un peu dans le style plutôt destiné à l'UTBM, un style un peu bleu, on retrouve les éléments graphiques qui ont été définis dans ce style, qui sont spécifiques et qui ont été définis de manière très similaire à ce que je vous ai montré dans le précédent exemple. Donc cette première page est très intéressante. Et il n'y a pas vraiment de challenge à la mettre en place d'un point de vue graphique, puisque ce sont des lignes de texte. Donc un TickZ plutôt basique est suffisant. Là où il peut y avoir un challenge, c'est sur la constitution de la liste des membres du jury. Donc ici, nous avons proposé dans notre classe de thèse de doctorat un certain nombre de macros qui facilitent cette construction. Et puis l'école doctorale impose, lorsque la thèse est rédigée en anglais, d'avoir une deuxième page de titre, cette fois écrite en anglais, juste derrière. Et cela, ça doit être généré de manière automatique. Alors pour faire cela,
eh bien, il faut bien sûr, on a introduit le concept de deuxième page de titre. Ici, vous le voyez, qui est représenté par set front page sur la ligne de set front page 2 sur la ligne numéro 2. Et cette variable n'est initialisée que lorsque UPM utilise le langage anglais. Donc voilà. Et le reste est plutôt standard. On a tout le titre qui correspond. Donc ça, c'est plutôt basique. Bien sûr, si vous avez des questions spécifiques, j'y répondrai volontiers juste derrière. Ensuite, pour faire une thèse de doctorat et pour faciliter encore la vie en termes de rédaction des doctorants, eh bien, on a fourni une classe particulière qui s'appelle SPIM UTBM PhD Thesis, qui est librement téléchargeable depuis mon GitHub, dont le lien se trouve sur la partie droite de ce slide. Et eh bien cette classe, en plus de tous les outils UPM Methodology, fournit un certain nombre de macros pour définir les éléments clés de la thèse, titre, date de soutenance, lieu de soutenance, identifiant de la bibliothèque. Et tout cela, en fait, amène à appeler la fonction UPM declare document d'une manière ou d'une autre, mais de manière beaucoup plus synthétique. Les add authors, c'est le même qu'UPM Methodology, et par contre, on a rajouté le add jury, qui permet de construire une liste de membres du jury où on ne spécifie que le prénom, le nom, le rôle, donc examinateur, rapporteur, président, et éventuellement la position de cette personne, donc professeur dans telle université. On peut aussi, alors dans toutes les thèses, il est obligatoire de fournir un résumé et des keywords. Donc on peut fournir le résumé et les keywords dans différents langages, et ceux-ci seront affichés aux endroits stratégiques exigés par la bibliothèque de l'établissement ou par l'école doctorale. Et enfin, on peut modifier quelques éléments clés sur la page de titre principal, comme par exemple la spécialité, où ici, je veux que ma spécialité soit informatique sur la page en français et computer science sur la page en anglais. Donc ça, c'est, je dirais, ce que tout doctorant mettra en préambule de son document, puis il pourra rédiger le corps de sa thèse, où il pourra, je dirais, construire la partie front de son manuscrit, constituée des remerciements, de la table des matières et d'autres éléments, puis passer avec main matter au corps même de sa thèse, avec le contenu habituel à base de chapitres, etc. Puis passer au back matter, qui permet automatiquement de configurer la mise en forme de la thèse, notamment ici en posant une bibliographie, des annexes et d'autres éléments demandés par l'école doctorale. Donc voilà un peu qui conclut ma présentation. Donc j'ai essayé de faire un tour d'horizon de ce qu'est UPM Methodology. Donc bien entendu, je vous encourage à l'utiliser, en sachant qu'il est par défaut sur Cétane et que vous n'avez pas besoin de l'installer manuellement a priori. Merci beaucoup.